Vous utilisez des patchs, des gommes ou des pastilles nicotiniques depuis des mois en pensant vous sevrer du tabac. Vous croyez que ces substituts sont la solution miracle pour arrêter de fumer sans souffrir? Vous faites confiance à l'industrie pharmaceutique qui vous promet une sortie de l'addiction en douceur? Aujourd'hui, nous allons révéler la vérité dérangeante sur ces produits qui génèrent des milliards d'euros de chiffre d'affaires. Car ce que vous allez découvrir sur les substituts nicotiniques va probablement bouleverser votre vision de cette aide au sevrage devenue un business juteux. Plus de 2 millions de Français utilisent régulièrement des substituts nicotiniques, convaincus de suivre la méthode la plus scientifique et la plus sûre pour arrêter de fumer. Patchs, gommes, pastilles, inhalateurs, sprays. L'arsenal pharmaceutique contre le tabac n'a jamais été aussi fourni. Mais derrière cette panoplie rassurante se cache une réalité beaucoup plus complexe et parfois troublante. Entre efficacité réelle et dépendance de transfert, entre aide temporaire et business pérenne, la frontière devient floue. Commençons par comprendre le principe théorique des substituts nicotiniques. L'idée semble logique. Vous donnez à votre cerveau la nicotine dont il a besoin, mais sans les 4000 autres substances toxiques de la cigarette. Progressivement, vous diminuez les doses jusqu'à vous libérer complètement de la dépendance. Ce sevrage en douceur éviterait les symptômes de manque brutaux qui font échouer tant de tentatives d'arrêt. Sur le papier, c'est séduisant et rationnel. Mais analysons maintenant la réalité du terrain. Les études d'efficacité des substituts nicotiniques, largement financées par l'industrie pharmaceutique, annoncent des taux de succès encourageants. Cependant, ces études mesurent généralement le succès à 6 mois, rarement au-delà. Que deviennent les utilisateurs après 1 an, 2 ans, 5 ans? Les données à long terme sont étrangement rares et moins flatteuses. La dépendance de transfert constitue le premier piège méconnu. Beaucoup d'utilisateurs remplacent simplement leur dépendance aux cigarettes par une dépendance aux substituts. Ils passent des années à mâcher des gommes, à coller des patchs, à sucer des pastilles. La nicotine reste la même molécule addictive qu'elle vienne d'une cigarette ou d'un produit pharmaceutique. Le cerveau ne fait pas la différence chimique. Si cette enquête vous interpelle autant que moi, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne et à activer la cloche de notification, car nous explorons régulièrement les vérités dérangeantes sur les industries qui prétendent nous aider. Votre soutien nous permet de continuer ces investigations indépendantes, alors un petit like nous encouragerait énormément. Les témoignages d'utilisateurs long terme révèlent des réalités troublantes. Nombreux sont ceux qui utilisent des gommes nicotiniques depuis 3, 5, parfois 10 ans. Ils ont effectivement arrêté la cigarette, mais ils n'ont pas arrêté la nicotine. Ils sont passés d'une addiction à une autre, souvent plus coûteuse et socialement acceptée. Cette substitution n'est-elle pas qu'un transfert de marché? Le business model des substituts nicotiniques soulève des questions légitimes. Un fumeur dépense environ 3 000 € par an en cigarettes. Un utilisateur de substituts peut dépenser 2 000 € annuels en produits pharmaceutiques. Pour l'industrie, c'est un client qui reste captif, qui ne guérit jamais complètement et qui génère des revenus durables. Le modèle économique parfait, soigner sans vraiment guérir. Les effets secondaires des substituts nicotiniques sont minimisés dans la communication officielle. Pourtant, ils existent et les touchent de nombreux utilisateurs. Irritation cutanée avec les patchs, troubles digestifs avec les gommes, maux de tête, troubles du sommeil, irritabilité. Ces désagréments, présentés comme temporaires, persistent souvent tant que l'utilisation continue. La posologie des substituts pose également problème. Beaucoup d'utilisateurs augmentent spontanément les doses, dépassant les recommandations officielles. Ils cumulent parfois plusieurs formes, patchs le jour, gommes en renfort, pastilles en cas de crise. Cette escalade dosologique reproduit exactement les mécanismes de l'addiction classique. Pire encore, certains utilisateurs cumulent substituts et cigarettes occasionnelles. Cette double consommation expose à des surdosages nicotiniques dangereux. Nausées, vomissements, palpitations, hypertension, les symptômes d'intoxication nicotinique ne sont pas rares. Cette pratique, pourtant contre-indiquée, reste fréquente et mal contrôlée. Analysons maintenant l'efficacité réelle comparée aux autres méthodes. Les études indépendantes, non financées par l'industrie pharmaceutique, montrent des résultats plus nuancés. L'hypnose, l'acupuncture, les thérapies comportementales, voire l'arrêt brutal bien préparé, obtiennent des taux de succès comparables, parfois supérieurs, sans créer de nouvelles dépendances. La durée d'utilisation recommandée des substituts, initialement fixée à 3 mois, s'allonge mystérieusement. Aujourd'hui, certains fabricants parlent de 6 mois, 1 an, voire plus si nécessaire. Cette extension progressive des durées de traitement interroge. S'agit-il d'adaptation thérapeutique ou de stratégie commerciale? Le sevrage des substituts eux-mêmes pose des difficultés que l'industrie évoque peu. Arrêter les gommes après des mois d'utilisation génère les mêmes symptômes de manque qu'arrêter les cigarettes. Anxiété, irritabilité, difficulté de concentration, envie compulsive. Les utilisateurs se retrouvent face aux mêmes défis qu'au début, mais avec des années de retard.
Certains pays commencent à s'interroger sur cette approche. Des médecins scandinaves alertent sur l'explosion des utilisateurs chroniques de substituts. Des études anglaises questionnent l'efficacité à long terme. Des rapports australiens soulignent les coûts cachés pour les systèmes de santé. Le consensus autour des substituts s'effrite progressivement. Comparons maintenant avec l'approche comportementale pure. Arrêter sans substitut, en travaillant sur les automatismes, les émotions, les habitudes, développe une vraie autonomie. Cette méthode, plus difficile initialement, évite la dépendance de transfert et construit une liberté réelle. Elle demande plus d'accompagnement mais offre une sortie définitive. La question du dosage adapté reste problématique. Comment calculer précisément la dose de nicotine nécessaire ? Chaque fumeur a des habitudes différentes, une tolérance variable, des moments de consommation spécifiques. Cette individualisation théoriquement possible reste approximative en pratique. Sous-dosage ou surdosage, l'ajustement parfait relève souvent du hasard. L'aspect psychologique du geste de fumer n'est pas résolu par les substituts. La gestuelle, le rituel, la pause sociale, tous ces éléments comportementaux persistent. Beaucoup d'utilisateurs de substituts gardent des envies de cigarettes dans certaines situations, car la dépendance comportementale n'est pas traitée. Cette dimension cachée explique de nombreux échecs. Les populations vulnérables méritent une attention particulière. Femmes enceintes, adolescents, personnes avec addictions multiples, malades chroniques, tous utilisent parfois des substituts sans surveillance adaptée. Les interactions médicamenteuses, les surdosages accidentels, les utilisations prolongées posent des problèmes spécifiques peu documentés. Explorons maintenant les alternatives efficaces. L'hypnose thérapeutique obtient des résultats remarquables chez certaines personnes. Elle agit sur les automatismes inconscients et peut libérer définitivement en quelques séances. L'acupuncture, reconnue par l'OMS, aide à gérer les symptômes de manque sans créer de dépendance. Ces approches, moins lucratives, restent sous-étudiées. La thérapie cognitivo-comportementale traite les vraies causes de l'addiction. Elle identifie les déclencheurs, modifie les pensées automatiques, développe de nouvelles stratégies. Cette approche globale, plus exigeante, offre des résultats durables sans dépendance de substitution. Elle mérite d'être davantage proposée en première intention. Le soutien social et familial s'avère souvent plus efficace que les substituts. Groupes d'entraide, accompagnement par des pairs, soutien professionnel, ces dimensions humaines manquent cruellement dans l'approche purement pharmacologique. L'addiction étant multifactorielle, sa résolution demande une approche globale, pas seulement chimique. Alors, les substituts nicotiniques sont-ils miracles ou nouvelle addiction ? La réponse n'est ni noire ni blanche. Ils peuvent constituer une aide temporaire utile pour certaines personnes, à condition d'être utilisés avec parcimonie, sur courte durée et accompagnés d'un travail comportemental. Mais ils ne constituent pas la panacée universelle présentée par l'industrie. Le vrai miracle réside dans votre capacité personnelle à vous libérer. Votre cerveau peut retrouver son fonctionnement normal sans nicotine. Votre corps peut se désintoxiquer naturellement, votre volonté peut surmonter la dépendance. Cette force intérieure, ces ressources personnelles méritent d'être développées plutôt que court-circuitées par une béquille chimique. Car au final, la vraie liberté ne se trouve pas dans un patch ou une gomme. Elle se trouve dans votre capacité à vivre pleinement sans aucune substance addictive. Cette autonomie complète, cette indépendance totale, voilà le véritable objectif à atteindre. Et cette liberté authentique, aucune industrie ne peut vous la vendre. Vous seul pouvez la conquérir.